Mon invitée du jour est une experte des réseaux sociaux qu'on appelle plus communément influenceuse ou encore créatrice de contenu. Si vous êtes friand de logements insolites ou de bonnes adresses à Bruxelles, vous avez peut-être déjà croisé l'un de ses reels avec des milliers de vues. Une expertise qu'elle transmet au travers de formations et d'accompagnement en tant que coach digital. C'est d'ailleurs à ce titre que Charlotte Depré, aka The Tiny Nomad, passe la porte de mon coworking en mai 2023 pour parler de TikTok et de son potentiel en B2C. Aujourd'hui, j'ai eu envie d'en apprendre plus sur son parcours et de lui poser un max de questions sur ses métiers, l'influence et le coaching, et pourquoi pas dénicher quelques petites stratégies pour nos réseaux. Bonjour, bienvenue chez Nomad Community. Je suis Aurélie Ancard, fondatrice de Nomad Community, un coworking café à Bruxelles. Grâce à cet espace, j'ai la chance de rencontrer chaque jour des indépendants, des freelances, des entrepreneurs passionnants. Bien que les échanges soient hyper intéressants, ils sont souvent trop courts et j'ai eu envie d'en apprendre plus sur mes visiteurs. Alors si vous cherchez de l'inspiration, de la compagnie dans votre aventure entrepreneuriale ou simplement une écoute enrichissante, ce podcast est fait pour vous. Installez-vous confortablement et rejoignez-nous. Bonjour Charlotte. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Qu'est-ce que tu préfères comme titre ? Influenceuse ou créatrice de contenu ? Alors déjà, c'est une super bonne question, je trouve, parce qu'il y a plein de gens qui s'y perdent un peu. Personnellement, je me considère comme une créatrice de contenu, parce qu'initialement, je crée du contenu, photos et vidéos et textes. Et puis si ça influence des gens, ben c'est super. mais initialement, c'était pas l'objectif de mes partages. Et donc moi, je crée du contenu. C'est ça qui me fait vibrer, c'est ça que j'adore faire. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce domaine ? Alors, initialement, moi j'ai fait des études d'économie, donc j'étais pas vraiment destinée à ça. Donc j'ai étudié l'économie et j'ai fait un master en marketing. Et en fait, dans ce master en marketing, on a parlé, c'était au tout début des réseaux sociaux, parce que c'était il y a longtemps. On me dira. Et donc on a parlé de Twitter, il y avait déjà Facebook qui était là. Et je sais pas, j'ai tout de suite accroché. Je me suis dit, mais en fait, je trouve ça hyper puissant comme outil, je trouve ça génial. Donc je me suis très vite intéressée à ça, tout ce qui était plus tech, en fait, startup, tech et tout ça. Et donc, à la base, je m'étais dit que j'allais me diriger vers du marketing dans des startups ou des choses comme ça, ce que j'ai fait pendant une période de ma vie. Et puis, je me suis rendu compte que ce que j'aimais bien dans le marketing, c'était aussi la partie création de contenu, texte, donc des newsletters et prendre des photos, les poster justement sur les réseaux, des choses comme ça. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un métier et qu'il y avait des gens qui étudiaient la communication pour faire ce genre de choses. Tu as tout de suite enchaîné sur un métier dans la communication ? Oui, je me suis retrouvée rédac chef web pour le Marie-Claire Belgique. Belle enseigne. Oui. pendant 5 ans, donc je crois qu'on fait difficilement plus dans la communication que ça. Et donc là, j'avais 2 casquettes, la casquette de journaliste et rédac chef vraiment web, où je crée du contenu écrit, des articles, je m'occupais de la ligne éditoriale, ce genre de choses, et la casquette vraiment, justement, plutôt digitale, donc partager ces articles sur Instagram, sur les réseaux, m'occuper de tout ce qui était optimisation SEO du site, un peu tout ce projet-là de lancer le site aussi, qui n'était pas encore vraiment lancé quand j'ai rejoint. Donc voilà, il y avait vraiment un super... il y avait beaucoup de choses à faire. C'était un super challenge et j'ai vraiment appris énormément pendant ces 5 années-là. Et je partais presque de zéro, entre guillemets, pas complètement, mais quasiment la page blanche, ouais. Et donc ça c'était vraiment gai parce que on a vraiment pu tester des choses, voir l'évolution. Donc ça c'était une super chouette expérience. Et tu as vu des éléments changer, genre vous avez développé une newsletter et du coup vous avez réussi à avoir énormément d'inscrits. Est-ce que tu as pu mesurer vraiment ton impact en 5 ans sur la notoriété du magazine finalement, en ligne ? Ouais, alors c'est pas tellement la newsletter. La newsletter, elle a toujours assez bien marché, donc ça vraiment, mais c'est surtout en termes de visite de site. J'ai plus les chiffres en tête là parce que j'ai quitté il y a quand même 2 ans. Ouais. Mais là, on partait quasiment de zéro pour le coup, vu que le site était à peine existant. Et donc là, on a vraiment pu évaluer l'évolution du site. Et voir que c'était une courbe ascendante, permanente. Ça, c'est génial. Et que c'était super, que les gens restaient de plus en plus longtemps aussi sur le site. Donc, c'est-à-dire qu'ils retrouvaient du contenu qui les intéressait, et qu'ils lisaient longtemps les articles. C'est toutes des marques de qualité, en fait. C'était pas juste des chiffres, Il fallait après les analyser.
et puis se demander ce que ça voulait dire. Et donc ça, c'était vraiment très, très gai, parce qu'on a vraiment bien, bien lancé ça, et ça a pris vraiment de l'ampleur, quoi. Donc c'est vraiment un apprentissage sur le terrain avec un énorme média. Donc c'est vraiment très très chouette pour pouvoir pratiquer et expérimenter. Très très chouette projet. À côté de ça, tu développes aussi de Tiny Nomad, c'est ça? C'est comment ça s'est concrétisé d'ailleurs ce projet-là de la création de cette page Instagram? C'était pendant Marie-Claire ou avant? C'était avant en fait. Donc comme je disais, j'ai étudié l'économie, mais j'avais toujours eu cette envie d'écrire. Et donc, initialement, je me suis dit, OK, je vais lancer un blog sur le voyage, qui est ma passion, qui est vraiment ce qui me fait vibrer. Et je vais écrire là. Voilà, j'ai besoin de personne, entre guillemets, pour écrire. Enfin, c'est quand même vraiment très chouette à notre époque. Donc, j'ai lancé ce blog et du coup, aussi la page Insta. Dans le but de partager juste des chouettes adresses. Enfin, il n'y avait pas du tout d'objectif commercial ou quoi derrière. Et il y en avait à l'époque, ça existait déjà? Non, pas tellement. Il y avait des blogs, ouais. Les blogs, il y en avait qui commençaient vraiment à sortir du lot. Parler de monétiser des blogs. Voilà, c'est ça, des articles et tout ça. Donc, il y avait déjà un peu cette notion d'influence, mais il n'y avait pas des influenceurs, ça n'existait pas vraiment. Et Instagram venait de sortir et j'ai tout de suite vu une opportunité, en fait, d'une part pour moi, pour avoir un endroit où poster mes photos. Ça, c'était vraiment la partie plus perso. Mais aussi pour mes clients, parce que je suis devenue indépendante très très rapidement après mes études. Et je me suis dit, mais tiens, je veux pas être une intérimaire de luxe ou une stagiaire de luxe. Enfin, je veux avoir une vraie carte de visite, en fait, un truc qui me démarque, qui me différencie des autres, des gens qui ont peut-être plus d'expérience, qui sont plus âgés, etc. Et donc, j'ai vu Instagram vraiment comme une opportunité de faire ça. Et donc, je me suis donné un petit challenge de passer de 500 abonnés à 10 000 sur Insta en faisant tout ce que je pouvais, sauf évidemment acheter des abonnés, vu que le but était vraiment de comprendre l'outil pour après appliquer une méthode à mes clients futurs. Pouvoir leur dire, regardez, déjà d'une part, c'est une super visibilité et c'est gratuit, enfin à part le temps qu'on y met. C'est un outil qui est gratuit. À l'époque, c'était vraiment beaucoup plus simple que maintenant. Il y avait juste des posts et voilà. Donc première chose. Et deuxième chose, moi je gère cet outil. Et donc, je peux vous aider à vraiment développer votre visibilité là-bas. Donc, tu les coachais à faire le travail ou tu étais community manager Alors, ça, c'était la théorie. Et puis, en fait, en pratique, ce qui s'est passé, c'est que finalement, j'ai toujours eu des clients principaux, entre guillemets, donc des clients qui me prenaient pas mal de temps, en moyenne 3-4 jours semaine. Ah oui, quand même. Et donc, oui, voilà, finalement, j'étais presque internalisée chez ces clients, je m'occupais de leur communication, de leur marketing. Mais par contre, ce qui s'est passé, que j'avais pas du tout anticipé, c'est que j'ai commencé à avoir beaucoup de demandes de formation. Et c'est comme ça qu'est née la formation Instagram que je donne encore maintenant, qui a évolué beaucoup, beaucoup, et qui dure 4 heures maintenant, alors qu'à la base, c'était un PDF de 3 pages. mais donc, c'est comme ça. Ton minimum viable product. Exactement, ouais. Tu as testé ton offre comme ça, finalement. Ouais, exactement. Et je m'étais jamais dit que j'allais donner des formations. En fait, c'est pas du tout un truc qui m'appelait à la base. Moi, je suis quelqu'un plutôt introverti. Je déteste parler en public. C'est une angoisse totale. Bienvenue ici. Et voilà, je me retrouve enregistrer des podcasts, ça va. Toi et un micro, ça va. Le million de personnes voilà. qui assistent qui écoutent ce podcast, c'est bien. mais donc oui, je me fais un peu violence à chaque fois que je donne des formations ou des conférences ou des choses comme ça. Mais en fait, c'est trop gai de voir que les gens comprennent un truc ou voilà, qu'il y a un franc qui tombe quand j'explique quelque chose ou un concept ou quoi. Okay. Et ça surpasse en fait ma peur, on va dire. Et donc, ouais, initialement, je visais pas du tout le fait de donner des formations. C'était pas du tout l'objectif. Ouais. Okay. Mais donc, du coup, je remets dans le contexte. On est en 2016, c'est ça? Et donc, tu te fais ce challenge de passer de 500 à 10 000 followers. Ouais. À côté de ça, tu vois que tu accompagnes certains clients dans ce qu'on peut appeler du community management, mais c'est pas encore vraiment défini comme tel. Et mais certaines personnes autour de toi commencent à te dire écoute, moi je peux pas t'engager, mais par contre tu pourrais m'expliquer un petit peu comment tu fais. Okay. Et c'était quoi tes stratégies à l'époque? Est-ce que ça vaut encore pour aujourd'hui? Non, je crois qu'il n'y a plus grand chose qui vaut pour aujourd'hui. C'était genre quoi, 20 000 hashtags? Ouais, déjà, les 30. Les 30, t'as droit à 30 et il fallait utiliser les 30. Il fallait les mettre en commentaire. Pour pas que commentaire. Ouais. Ah oui, juste. Ce genre de truc-là. Enfin, franchement, franchement, je saurais même plus dire. Il faudrait que je retrouve ce PDF. Ça me ferait bien marrer, je crois. Ouais. Ça me ferait bien marrer, ouais. Mais rien de. Ouais. Merci. J'ai rien dit. Non, mais voilà, rien de fou. Mais c'était très simple, hein, en fait. Enfin, c'était beaucoup plus simple à l'époque.
Et ouais, en fait, déjà, il n'y avait pas 10 000 algorithmes comme maintenant non plus. Donc, Ça, on y reviendra après. ouais, c'était chronologique à l'époque. Chronologique, quoi. Le Ouais. premier post. Le dernier post posté était le premier qu'on Ouais, voyait c'est dans ça. le feed, quoi. Ouais. Donc, tu as atteint ton objectif. Tu t'étais mis combien de temps pour l'atteindre, cet objectif? 6 mois, 6 mois. Donc, tu arrives avec 10 000 abonnés. Et La là, il se veille. passe quoi? la veille La des 6 veille mois. des 6 mois. Il se passe quoi quand tu atteins tes 10 000 abonnés? Là, est-ce que tu te rends compte aussi de la perspective que peut devenir la création de contenu, l'influence, où tu n'avais pas du tout, tu as juste ce nombre de personnes qui te suivent. Pour l'instant, il n'y a pas encore de, allez, je vais dire le mot, de monétisation possible. Non, oui, vraiment, à ce moment-là, c'était pas du tout l'objectif. Et après, il y a plein de gens qui commençaient à me le dire. Quand je croisais des événements, des choses comme ça, j'organisais pas mal d'événements. Enfin, je bossais encore dans les startups à l'époque. Et il y avait pas mal d'événements où je croisais des gens qui me disaient « Mais comment t'as fait? C'est vachement bien. Et quoi, t'es invité à des trucs ?» Enfin, et ça commençait, quoi. Mais t'étais invité à des trucs ou pas? Je commençais à être invitée à des trucs, ouais. Des trucs. Des trucs. Des restos, tout ça. Des trucs comme ça. Mais en fait, j'avais pas du tout conscientisé vraiment ce côté-là de la chose, quoi. Moi, j'étais vraiment dans mon truc de geek, en fait, de dire comment ça fonctionne Instagram, je vais expliquer aux autres, et nanana. Je veux craquer le truc. Voilà, vraiment, c'était ça. À la base, c'était vraiment ça, l'objectif, c'était de craquer l'algorithme d'Instagram. C'est comme ça que je le présentais aux gens. Maintenant, je dis plus du tout ça. Maintenant, je dis accompagner l'algorithme, obéissez à l'algorithme. Faites ce qu'il demande. Mais à l'époque, c'était vraiment cet objectif de hacker un peu Instagram et de comprendre le fonctionnement pour pouvoir vraiment capitaliser dessus. Donc non, il n'y avait pas du tout encore ce truc-là. Et puis j'ai commencé à me faire inviter pour tester des restos, des logements, des choses comme ça. Puis ça a pris un peu d'ampleur, évidemment. Enfin, j'ai continué à grandir. Et alors oui, une chose aussi que j'ai remarqué, c'était assez marrant, c'est à partir de 10 000 abonnés, l'engagement a commencé à diminuer. Parce que j'avais moins d'engagement. L'engagement, c'est proportionnel, donc c'est un pourcentage. Et donc ça a commencé à diminuer parce qu'en fait, les gens me percevaient moins comme une personne, mais plus comme, je sais pas, un truc un peu qui avait pas de visage ou quoi. Et d'ailleurs, je postais jamais de photos de moi. Ah oui, tu mettais pas ton visage... Non. Et donc, à partir de 10 000 abonnés, il y avait un côté plus média ou quelque chose comme ça, où du coup, il y avait moins ce côté interpersonnel. Du coup, tu l'as réintégré parce que maintenant, tu montres ton visage. Voilà. Ça a été une stratégie pour le développement. Tu t'es dit, il faut que je montre ma tête. Pas une stratégie, non. C'était vraiment me dire, tiens, mais c'est vrai, en fait, les gens pensent que je suis un média qui reposte limite des photos d'autres personnes, alors que c'était que des photos que je prenais moi. Et puis, il n'y avait pas mon prénom non plus, donc j'ai mis Charlotte, parce que les gens, ils m'appelaient « Bonjour de Tiny Nomade ». Enfin, ils ne connaissaient pas mon prénom, c'est bizarre, quoi. C'est pas très personnel. Et puis ouais, le fait de me mettre moi, de me poster des photos de moi, je dirais pas que c'est stratégique, mais c'était vraiment de me dire, mais en fait, je peux, quoi. En fait, ça va. Tu t'autorisais. Ouais. Aujourd'hui, t'es à combien de followers? 37 000 aidés. Du coup, 37 500. En 7 ans 7 ans, tu as atteint 37 000 followers. Ouais, après, ça n'a jamais été mon boulot. J'ai plus jamais fait des challenges comme ça. Enfin, c'est pas mon objectif de vie. Je veux pas être créatrice de contenu ou influenceuse full-time. C'est pas du tout mon objectif. Donc tu cherches pas à atteindre 100 000 followers absolument? Non, c'est pas mon objectif. Je me lève pas tous les matins en me disant je veux atteindre les 100 000 abonnés. Évidemment, ce serait super. Et voilà, mais c'est pas, je suis pas dans une course à la croissance du tout. Et surtout, j'ai mis mon compte Instagram un peu en dormance, entre parenthèses, pendant les 5 ans j'étais chez Marie-Claire. Donc je continuais de poster des choses, etc. Mais j'acceptais plus vraiment de nouvelles collaborations. J'ai gardé les quelques collaborations un peu de longue date. Je les ai gardées parce que voilà, il n'y a pas de raison. Mais déontologiquement, je me sentais pas de faire la promotion de certains produits sur Marie-Claire et sur mon compte. Enfin, je trouvais qu'il y avait un peu un conflit d'intérêts. Tout à fait. Et donc, pendant 5 ans, quasiment, ce compte a été vraiment juste service minimum. Genre voyage, tes vacances. Ouais, voilà, c'est ça. Et voilà, et très, très peu de monétisation. Donc, ça fait que 2 ans, je dirais, que je m'y suis remise un peu plus sérieusement et que je partage beaucoup plus aussi. Pour revenir aussi sur, du coup, cette monétisation, c'est un métier qui est devenu... très à la mode, hein, ça fait rêver, influenceur, créatrice de contenu. J'ai aussi ce nouveau terme, la UGC, User Generated Content. User Generated Content. J'ai presque dit comme presque. On reviendra pour mon anglais. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs la différence entre UGC et l'autre? C'est un peu compliqué à expliquer, en vrai. C'est en gros une marque va créer une super cool vidéo de son produit qu'elle va publier sur son compte Instagram et ça va faire un gros flop. Pourquoi ?
parce qu'en fait, c'est trop commercial. Et que là, maintenant... Parce que ça vient d'elle, Voilà, ça passe moins. en 2024, on n'en peut plus de la pub, en fait. De la bête pub qui passe à la télé, etc. C'est complètement dépassé. Et surtout, on est bombardé de partout, tout le temps. Donc, les marques se sont dit, mais tiens, en fait, les créateurs de contenu, ils créent du contenu organique. Chez eux, dans leur cuisine, dans leur chambre, dans leur salon, peu importe, avec leur chat, tu vois. C'est leur contenu à eux. Et donc, il y a un côté beaucoup plus... on s'identifie vachement plus à un humain lambda, qui est influenceur ou pas, qui crée du contenu avec un produit, que à la marque qui a mis des sommes folles dans l'allocation d'un studio, etc., où en fait on s'identifie pas du tout parce qu'on sait à la première milliseconde que c'est une pub. Et donc l'UGC, ou User Generated Content du coup, l'UGC c'est un peu un entre-deux où les marques prennent conscience que la pub old school n'a plus de beau jour devant elle, et que maintenant, pour toucher une audience, il faut quelque chose qui s'approche de cette audience, du coup, des créateurs de contenu. Et attention, que c'est pas forcément des influenceurs qui font ça. Oui, j'allais dire, c'est toute une tendance, j'ai vu ça passer sur TikTok, des formations où tu peux avoir plein de tips pour devenir créateur comme ceci, Jessie. Créateur de contenu, en fait. Et oui, donc c'est devenu un nouveau... Et du coup... Et tu n'es pas obligé de montrer ton visage, tu n'es pas obligé de montrer... C'est juste, tu dois être très créatif. Oui, et en fait, aussi, juste pour aller jusqu'au bout du process, mais ces créateurs de contenu vendent après leur contenu aux marques. Il y a plein de manières différentes. Voilà, il y a des... Enfin, c'est soit à l'usage au mois, ou bien c'est une vente en one-shot où ils vendent leur contenu, et puis voilà, basta, merci, au revoir. Mais donc c'est ça le business model en fait, derrière. Mais du coup c'est les marques qui commandent à... Ah oui, elles commandent quand même. Ou alors allez, imaginons, je prends l'iPhone, je vais voir un site Apple, j'ai fait des super vidéos. Est-ce que vous voulez... Bon, déjà Apple il bosse avec personne, tu vois. Mais la barre est très haut, mais ça peut aller dans tous les sens en vrai, parce que c'est très nouveau et donc il n'y a pas vraiment de chemin. Enfin, s'il y a des gens qui écoutent et qui se disent mais tiens, moi je suis hyper créatif, mais j'ai pas beaucoup de followers sur Instagram, et j'ai pas les nerfs de commencer à créer une communauté, etc. Mais qui sont créatifs, qui ont envie de vendre leurs vidéos ou leurs photos à des marques, il n'y a rien qui les en empêche en fait. Voilà, il suffit, enfin, comme dit l'autre là, Orelsan, si tu veux filmer, prends un truc qui filme, quoi. Et filme, et voilà, et vraiment, en 2024, du coup, il n'y a vraiment aucun souci à faire ça chez soi, et puis à envoyer aux marques en disant, voilà, ce que j'ai fait pour vous, effectivement, est-ce que ça vous intéresserait de me le racheter ? Ce qui se passe aussi, c'est que donc il y a aussi des créateurs de contenu influenceurs, qui, eux, créent du contenu pour leur réseau, mais qui revendent après ce contenu à la marque, par exemple. Donc, il y a vraiment plein de manières différentes de faire. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on n'est plus forcé d'avoir une énorme communauté pour vraiment vendre des vidéos et des photos créatives et vraiment vivre de sa passion. Ou en tout cas, partiellement vivre de sa passion. Et du coup, toi, tu vends aussi tu fais aussi cette partie-là ? Alors, ça m'arrive... en fait, ça m'arrive de plus en plus que des marques me commandent du contenu pour mes réseaux à moi, donc que je publie auprès de ma communauté, mais en me demandant de réutiliser ces vidéos sur leur réseau, leur réseau, leur compte à elles. Et ça, c'est évidemment OK, si ce n'est que du coup, effectivement, je fais payer ça. C'est un usage... C'est en supplément. Voilà, c'est un usage... en gros, c'est de l'argent qu'ils ne dépensent pas ailleurs, quoi, entre guillemets. C'est pas un vidéaste qu'ils ont dû booker pour aller faire une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que c'est une bonne opération quand même pour certaines marques, non ? Je crois que c'est un vrai win-win, pour le coup. C'est un vrai win-win. Parce que moi, j'ai créé le contenu de toute façon. Et pour moi, il est adapté à mon univers, vu que je l'ai fait moi. Enfin, voilà, c'était pour mon compte. Donc, plus authentique aussi. Voilà, c'est ça. Et alors, je fais aussi de l'UGC vraiment sur commande, que je ne poste pas sur mes réseaux, mais qui est posté sur les réseaux des marques. Mais c'est vraiment pas la majorité de mon temps, mais je le fais à la demande. Ça m'arrive, ouais. Et comment tu reçois ces demandes, d'ailleurs ? C'est genre... une grosse marque de machine à café qui te contacte, ou c'est il y a un intermédiaire, c'est quoi l'envers du décor, celui qu'on ne voit pas nous les spectateurs, alors il y a un peu les influencés. Alors il y a un peu de deux manières différentes. Soit c'est la marque qui me contacte en direct, voilà, si moi je pourrais contacter, te dire Charlotte, est-ce que tu as envie de faire une vidéo, exactement, combien ça me coûte. Exactement. Ça, c'est tout à fait possible. Et puis sinon, il y a pas mal de marques et d'entreprises qui passent par une agence de presse, qui, en fait, a un portefeuille de clients et un portefeuille d'influenceurs et de créateurs de contenu,
et qui fait la mise en relation, quoi. Donc qui trie en fonction de la demande du client. Donc imaginons que oui, il y a une marque de café qui fait appel à une agence de presse et cette marque de café lui dit ok, nous on veut des gens qui soient plutôt dans cette tranche d'âge-là. Ça, c'est plus ou moins notre cible, etc. Est-ce que vous auriez des créateurs de contenu qui touchent ce genre de cible-là? Parce que c'est ça l'objectif, in fine, c'est de toucher la bonne cible. Oui, c'est ça. Eux, ils vous bavardent pas dans un mailing list en disant voilà, il y a toutes ces personnes-là qui font quand même un petit En fait, il y a un troisième moyen que j'ai pas encore mentionné, parce qu'en fait, je ne l'utilise pas tellement, mais c'est des plateformes qui sont en train de se développer pas mal. Des plateformes où des marques publient presque des petites annonces en disant voilà, on a une campagne pour tel lancement de produit, on cherche ce genre d'influenceur-là. C'est quand même bien structuré et tout, c'est pro, hein. Mais, et donc là, on peut pitcher, on peut postuler, entre guillemets, en tant que créateur de contenu pour travailler avec ces marques. Donc c'est un peu... Ouais, c'est vraiment en train de se développer très fort, tout ça. C'est clairement un nouveau métier, un nouveau secteur. Il y a plein de règles encore, mais il y a pas de règles. Il n'y a pas de règles, mais tout est encore à faire. Oui, il y a encore beaucoup. Il y a encore quelques années, les agences d'influence, qui représentent des influenceurs, il n'y en avait quasi pas. Donc c'est vraiment devenu un boom. Et maintenant, tu me dis qu'il y a des plateformes comme ça. C'est vraiment c'est un peu de l'intérim comme ça. Tu vois une annonce, tu cliques, c'est fou. Est-ce qu'il y a le marché s'est régulé? Est-ce qu'il y a eu des règles qui sont apparues récemment au niveau de la législation? Je pense notamment, je sais que j'ai vu quelques influenceurs en parler. Est-ce que vous-même, dans vos activités, vous vous protégez? Comment vous faites? Je sais que là, la question est très large, mais j'imagine que derrière, là, il y a pas mal de choses aussi à mettre en place au niveau légal. Oui, effectivement. Pour moi, c'est un problème, entre guillemets, hein, avec des gros guillemets. Mais parce qu'en fait, il n'y a pas de benchmark. C'est très compliqué de dire ok, en fait, c'est comme ça qu'on fait, quoi. Non, en fait, tout le monde fait à sa sauce. Et puis après, il faut trouver un accord. Et donc, ça, c'est parfois la partie un peu compliquée, c'est que moi, j'ai un contrat type, l'agence ou le client potentiel a un contrat type, ok, on se retrouve au milieu, quoi. Mais il n'y a pas encore vraiment beaucoup de best practice et de choses comme ça. En termes de législation, là, on a un petit peu... Oui, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place, c'est très bien, il faut. Après, j'ai l'impression que là, on est dans l'extrême. Après, peut-être qu'il faut un extrême pour, à un moment, rebalancer et trouver un juste milieu. Je crois qu'on était vraiment dans la jungle totale jusqu'à il y a quelques mois. Et que du coup, là, les lois corsent vraiment très, très fort les lois. Les lois corsent les lois. Donc, les législateurs corsent vachement les lois, mais parce que, il faut trouver un juste milieu. Voilà, donc ça, je trouve ça effectivement très bien qu'il commence à y avoir des règles. Cela dit, il faut que les règles protègent aussi les créateurs de contenu, et pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, c'est beaucoup plus des règles imposées aux créateurs de contenu. Pour protéger le consommateur, voilà, l'influenceur. C'est ça. Le consommateur. Consommateur, c'est très bien. Et c'est très bien, il faut ça, mais je trouve qu'en termes de protection du métier, vraiment, d'influenceur ou de créateur de contenu, il n'y a pas énormément de choses en place. Après, voilà, c'est aussi à chacun sa responsabilité de bien lire un contrat et des choses comme ça. Ça, c'est comme dans la vie, pour tous les projets qu'on a, je crois que c'est important de toujours lire les petites lignes en bas, et voilà, et ça, c'est chacun sa responsabilité, mais donc, c'est toujours un petit peu la jungle, mais c'est de mieux en mieux, je dirais. J'ai vu un post d'une créatrice de contenu en Belgique qui expliquait qu'elle avait eu un échange avec une marque, et maintenant, 6 mois plus tard, si elle réutilisait le produit que la marque lui avait soumis, elle devait encore ajouter que c'était une publicité, un truc comme ça, des détails très tournés vers l'utilisation de ce produit par la suite. Et alors, j'ai aussi entendu parler surtout au niveau des taxations, tu vois, de taxer les produits cadeaux. Oui, effectivement, c'est en train d'être mis en place. Après, de nouveau, il faut trouver un juste milieu, parce qu'il faut quand même bien comprendre qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui sont sous-payés. Et donc ça, je le dis plus pour les marques et les agences de presse, mais quand une marque me contacte, une marque, mais voilà, je sais pas moi, si un magasin de chaussures me contacte pour me proposer de m'envoyer une paire de chaussures, ma première réaction, ça va être de me dire « Ah, trop chouette, trop sympa ». Et puis ma deuxième réaction, avec cette loi qui est passée, ça dépend quand sur ce podcast, mais ma deuxième réaction, ça va être de me dire
Ah ben en fait non, parce que je vais être taxée sur cette paire de chaussures. Ouais. Donc en fait finalement je vais travailler à perte. Ouais. Tu comprends? Parce que je peux pas payer mon loyer ou mon emprunt ou Avec mes des paires de courses. chaussures. Peut-être que ton Avec propriétaire une très bien, chaussure. tu vois, la banque. Tenez, c'est la chaussure que j'ai Voilà, reçue ce mois-ci. c'est ça. Et donc je trouve que de nouveau c'est une très bonne intention. Ouais. Il faut légiférer là-dessus. C'est hyper important de cadrer les choses. Mais de nouveau c'est au détriment du créateur de contenu. Après évidemment les marques commencent à savoir ça et donc on peut leur expliquer que il faut une rémunération qui va avec. Mais en gros, je pense que oui, ça va clairement mettre un peu des freins à tout ça dans les mois et les Certains années qui gestionnaires, viennent. du Quoi. coup, certaines petites marques qui ne pourraient pas se permettre Exactement. d'appeler un créateur de contenu, une créatrice de contenu, vont devoir trouver un moyen de... Exactement. Et ça, je trouve ça hyper moche. Donc, Exactement. c'est vraiment pas la solution non plus. Ouais. Ici, chez Nomad, on accueille énormément plus de freelance, des indépendants, des solopreneurs, qui souvent se posent la question de savoir comment on fait justement pour travailler avec un influenceur, comment on formule son message, où est-ce qu'on le formule. Je précise parce que je pense qu'envoyer un message directement sur Instagram, c'est peut-être pas un bon plan. Mais ça, tu nous le diras, tu vas nous l'expliquer. Et surtout, comment on construit sa demande et éventuellement l'échange, si on pourra encore en faire, avec cet influenceur. Parce que clairement, un solopreneur ne pourra pas toujours se permettre de passer par une agence. Non, clairement. Voilà. Quels sont tes conseils pour mes petits indépendants ici? Je dirais que la première chose, c'est de suivre les créateurs de contenu concernés sur Instagram, sur les T'es en réseaux. train de me dire qu'il y a des gens qui concernés. contactent et qui ne les Ouais. suivent pas? Oui, moi, ça m'arrive toutes les semaines. Ah ouais? Oui. Quand même. Si tu... Ouais, ok. Oui, bah écoute, voilà. Mais donc oui, les suivre, en fait, c'est peut-être le premier truc à faire pour se mettre un peu sur leur radar aussi. Hein. Moi, si je vois, tiens, telle marque dont j'ai déjà entendu parler m'a suivi, bah, tiens, je vais peut-être aller regarder ce qu'ils font. Enfin, voilà. C'est juste vraiment se mettre sur le radar des créateurs de contenu. Et puis, c'est une marque de respect aussi et d'appréciation. Oui, Ok, c'est j'aime ça. bien ton contenu. Et puis alors, l'idéal, c'est de trouver une adresse mail, plutôt. Parce qu'en fait, Instagram est pas... si on parle d'Instagram, hein, mais Instagram est pas très très bien construit en termes de messagerie. TikTok est pas mieux, je pense. TikTok est pas beaucoup mieux, mais enfin voilà, donc c'est pas l'objectif, on va dire, de ces réseaux. Et puis surtout que ça se perd. Ça, c'est... En fait, ça se perd, voilà, c'est ça le problème, c'est que si c'est, imaginons, c'est une grande influenceuse, créatrice de contenu, elle reçoit littéralement parfois plus de 100 messages par jour. Ah, ouais. Bah oui, déjà moi, Ah, quand les je poste des notes, trucs c'est ça. un peu, enfin, Oui, j'en c'est reçois vrai. en tout cas des dizaines. Ouais. Et donc en fait, très rapidement, ça va être enseveli et c'est très compliqué de retrouver après le message concerné. Donc, en plus de ça, il y a des boîtes spam maintenant dans Instagram. Il y a une boîte Ouais. parallèle en fait avec les demandes Il y a comme ça. de messages et en plus une troisième boîte spam. Donc, c'est potentiellement ce message que vous allez envoyer, il va tomber complètement à l'eau. Donc, je conseille vivement de plutôt trouver une adresse mail. En général, les créateurs de contenu qui sont ouverts aux collaborations, ils mettent leur adresse mail dans la description de leur compte, ou bien ils mettent l'adresse mail de leur agent, s'ils ont un agent, Ouais. des choses comme ça. Donc, en général, c'est pas compliqué à trouver. Ou alors, s'ils ont un site ou un blog, c'est sur le site ou le blog. Enfin, il y a vraiment moyen, en quelques clics, de trouver une adresse mail Donc, par d'un mail. créateur de contenu. Voilà. Si l'email reste dans le vent et que personne ne répond, faut pas hésiter à relancer, évidemment. Et là, je conseille d'envoyer un petit message sur Instagram. Ah oui. Ou voire même sans trop attendre, mais juste dire voilà, je t'ai envoyé un petit mail avec une proposition, on aime ce que tu fais, on pense qu'il y a un chouette match entre ton univers et le nôtre, et donc n'hésite pas à jeter un œil à tes mails, voilà. Et donc je pense que ça c'est le meilleur moyen de contacter des créateurs de contenu pour s'assurer que le message arrive au bon endroit, quoi. La question aussi qu'on se pose beaucoup avec le fait de travailler avec des influenceurs, c'est évidemment le prix. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que tu as une idée de la fourchette de prix, par exemple, pour une publication? Ou, tu vas me dire, ça va peut-être varier en fonction des secteurs. Oui. Mais c'est vraiment, je pense, une question qu'il y en a beaucoup, je pense, qui n'ont pas d'idée ou qui s'imaginent quelque chose de méga élevé. Alors, de nouveau, il n'y a pas de règles. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de législation. Je sors mon téléphone pour les chiffres. Donc, il n'y a pas de règles. Et donc, forcément, il y a un peu à boire et à manger. C'est comme dans tout. Enfin, je veux dire, il y a des... Je sais pas, si je vais chez le coiffeur, pour le même service, à savoir une coupe de cheveux, je peux aller du simple au double, au triple, plus que ça. Donc, c'est un peu pareil avec les créateurs de contenu. Ce que je peux dire, c'est que ici, pour un créateur de contenu avec une dizaine de milliers d'abonnés, je vais y arriver. Entre 10 et 15 000. Non, pardon. 10 000.
et à l'époque peut-être un petit peu moins, ils facturaient 350 € hors TVA pour un post. Et 500 hors TVA pour un reel. Oui, une publication carrossée. Et pour plusieurs stories, donc 3, 5, 6 stories, c'était 200 € hors TVA. Plus après, il faut évidemment les frais de déplacement éventuellement, des choses comme ça. Si l'influenceur doit acheter le produit parce qu'il n'est pas disponible ou j'en sais rien. Ah, c'est possible qu'on vous fasse acheter le produit. Oui, mais alors c'est remboursé. Enfin, il faut que ce soit mis quelque part. Mais oui, par exemple, si tu vas à l'étranger pour une marque et que tu dois payer des restaurants sur place, tu vois, tu mets ça. Tu mets ça en frais. En frais, oui. Donc ça, c'est tout à fait. C'est des frais qu'il faut prendre aussi en compte. Pas toujours, évidemment, c'est vraiment du cas par cas. Il y a des créateurs de contenu qui vont pas compter des frais de déplacement s'ils vivent à Bruxelles, que la marque est à Bruxelles et que c'est une petite marque, etc. Ça, c'est vraiment, je vais pas te dire c'est toujours comme ça, parce qu'il y a vraiment, pour le coup, pas de règles. Faut quand même savoir aussi qu'on discute entre nous, qu'on communique entre nous, parce que ces chiffres-là, c'est des chiffres qu'on m'a envoyés, de première main. Donc ça, j'ai pris un influenceur avec une dizaine de milliers d'abonnés, parce que je trouve que c'est déjà pas mal, en fait, et que c'est, quand on parlait de solopreneurs, etc., je trouve que viser des micro-influenceurs, etc., c'est peut-être le meilleur calcul pour commencer. Donc voilà, donc ça, c'est de nouveau, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'on discute entre nous aussi. Et donc là, forcément, à force de discuter, on est de plus en plus ouverts les uns avec les autres, et donc on se partage aussi nos rates, je sais pas comment on va appeler ça, nos rates. Et comment on fonctionne, parce qu'il y a tellement de nouveaux trucs tout le temps. Typiquement, l'UGC, ça fait 1 an qu'on en parle. Avant ça, on ne parlait pas de ça, donc c'était quelque chose... Voilà, et le droit à l'image aussi, c'est bête, mais si jamais on se fait filmer des choses comme ça, et puis que c'est réutilisé dans le monde entier, sur différentes plateformes, on a droit à ça, c'est du droit à l'image, en fait. Donc et toutes les personnes qui passent à la télé, de façon un peu récurrente ou commerciale, ont droit à ça, donc il n'y a pas de raison que nous, créateurs de contenu, on n'y ait pas droit. Donc ça, c'est vraiment encore un peu le flou artistique. Et là, vous êtes créé un petit groupe, comme ça, vous pouvez en discuter et du coup être sûr de ce que vous... C'est ça, on a un petit groupe, des gens de confiance en tout cas, et on en discute. Et moi, je sais que quand je me pose une question sur un contrat ou des choses comme ça, j'ai quelques personnes ressources dans le milieu à qui je demande sans aucun filtre, ok, qu'est-ce que t'en penses ? S'entourer dans tous les secteurs, c'est essentiel. Et pas s'entourer spécialement de gens qui ne sont pas du tout dans ton domaine. S'entourer de gens qui font la même chose que toi. Ouais, clairement. Et être cash aussi. Parler d'argent, vraiment littéralement, parce que là, c'est tellement compliqué. Moi, au tout début, quand j'ai commencé à monétiser mes posts et à accepter des collaborations, je sous-vendais complètement mon contenu. Et j'y mettais le cœur, j'y mettais le temps et tout. Et en fait, non, je me suis dit, heureusement qu'on en a parlé. Je me suis dit, tant pis je faisais pas 1000 collabs non plus, donc voilà. Après, t'as appris, c'est bien. Et puis surtout, au moins, je me sentais déjà plus légitime. Donc, il y avait ça aussi. Il y avait toujours le syndrome de l'imposteur parce que aucun de nous, je pense, n'a étudié la création de contenu. Ça va arriver, ça. Ça arrive, ça existe déjà. Ça existe déjà des écoles d'influenceurs, Non. Si. Ah non, j'étais pas prête. Okay. Non. Mon solopreneur a fait appel à un influenceur et là, l'influenceur a créé du contenu. Est-ce qu'il y a une garantie de résultat ? Est-ce que... Tu vois ? Non. C'est ça qui est non, difficile. En fait... mais alors, du coup, ce que je conseille, c'est de mettre des garde-fous. Donc, de se dire... moi, typiquement... il faut quand même bien savoir que Instagram comme TikTok, si vous faites une collaboration commerciale, ils le savent. Même si vous écrivez pas en toutes lettres, publicité, machin truc, et que vous l'écrivez avec des espaces ou des choses comme ça, ils savent que c'est commercial. Donc, ils vont montrer ce contenu à beaucoup moins de monde. Ah oui ? Oui. Le reach va être nettement inférieur. Donc ça, il faut le savoir. Après, ce qui peut être dealé, par exemple, c'est que, ok, si on n'atteint pas un reach de autant, est-ce que tu pourrais faire une petite story en plus, quelques jours plus tard, pour faire un rappel ? Et ça, comme ça. Vous établissez ça avant la production ? Là, je peux vraiment parler que pour moi, pour le coup, parce que c'est pas quelque chose qui est... Je savais que j'ai dit vous, genre... non, mais c'est... toute ta team non, mais ça, c'est moi toute seule. S'il y a une collab où je suis un peu déçue du reach ou quoi, je vais de moi-même dire, voilà, en fait... je trouve que mes stories ont peut-être été vues par moins de monde que d'habitude. Et d'ailleurs, j'ai tous mes chiffres. On a accès à tous nos stats, donc je peux montrer ma bonne foi en montrant mes stories non commerciales et puis mes stories commerciales et dire, vous voyez que c'est pas la même chose. Et donc, dans ce cas-là, de moi-même, je vais souvent proposer de faire une story en plus, sans frais en plus. Je crois que
En discuter avant, c'est pas mal. Après, avoir une obligation de reach ou d'engagement, choses comme ça, c'est pas possible en fait. Ouais. C'est pas possible. C'est vraiment. Personne ne demande ça. Il n'y a pas une marque qui est déjà venue te dire en disant il nous faudrait ça comme. Si une marque me demande ça, je lui dirais que c'est pas possible. Okay. Donc, ou alors je lui dirais, ok, mais alors il faut que cette marque qu'on se mette comme collaborateur commercial, que je la mette comme collaborateur commercial sur mon poste, et de cette manière qu'elle puisse booster le poste, par exemple. Ah oui, donc payer pour le Payer, poster, oui. Ouais. Oui, en payant, alors là, évidemment, je peux garantir des résultats. Bah oui, mais quand c'est organique, le mot veut dire ce que ça dit ce que c'est. Enfin, c'est organique, donc je peux pas provoquer ou forcer un truc organique. Par contre, moi, j'estime que mon boulot est fait à partir du moment où j'ai géré toute la direction artistique, que j'ai réfléchi à tout le concept, que j'ai créé le contenu, que je l'ai publié avec toutes les guidelines, avec ma patte, avec vraiment tout ça. Une fois qu'il est dans la nature, entre guillemets, j'ai plus vraiment la main dessus. Et donc, oui, exiger des obligations de résultats à ce niveau-là, au niveau du reach, etc., ça peut être très, très compliqué, ouais. On sous-estime beaucoup dans le travail qu'il y a derrière un poste. Parce que là, rien que la créativité derrière, ça demande énormément de réflexion. En fait, n'importe qui peut prendre son téléphone, faire une photo, la poster. Ça, on est complètement d'accord là-dessus. Ouais, tout à fait. Après, cette personne va probablement pas être beaucoup suivie et elle va probablement pas avoir énormément de gens qui vont l'écouter. Parce que c'est bien d'être suivi, mais il faut aussi que les gens écoutent. Ça t'intéresse quand même à ce que tu Voilà. Donc ça, c'est vraiment un truc. Et je pense que du coup, comme il y a tellement peu de barrières à l'entrée, entre guillemets, si j'ai un smartphone, je peux faire des photos et les poster. C'est ça un peu le gros problème, c'est que tout le monde se dit qu'il peut... Enfin, se dit, moi je l'ai déjà fait, ça m'a pris 3 minutes. Et oui, évidemment, moi aussi, ça pourrait me prendre 3 minutes, mais alors mon taf serait nul. Désolée, mais... et donc ça, c'est toujours un peu compliqué, mais je crois quand même qu'il y a une éducation qui s'est faite là de plus en plus. Enfin, il y a vraiment une conscientisation plutôt de ça qui est de plus en plus présente. Donc ça, c'est cool. Mais oui, effectivement, c'est beaucoup de boulot, en fait. Déjà, tout l'admin. C'est con, mais oui, tout l'admin, enfin, le statut. Ouais. Si on est indépendant, si on passe par la Smart, indépendant complémentaire, on paie des cotisations, il y a le statut, donc on peut pas faire en black, voilà, non. Donc il y a tout l'admin à ce niveau-là, il y a tous les échanges de mails. Si on n'a pas d'agent, même si on a un agent, on paye un pourcentage, donc ça coûte aussi, mais si on n'a pas d'agent, on fait nous-mêmes nos mails, notre admin, etc. Un comptable, potentiellement, à payer. Il y a tous des frais comme ça, afférents à l'activité, qu'on ne voit absolument pas, en fait, quand on poste, c'est certain. Et j'imagine aussi le matériel, parce que tu fais tout avec ton téléphone, toi, ou tu as un appareil photo, ou un appareil caméra un caméscope. Un caméscope. Je fais beaucoup au smartphone depuis que j'ai celui-ci, qui a un bon et donc dont je suis contente de la qualité. Sinon, j'ai un appareil photo. En fait, ça dépend très fort de l'usage. Si c'est pour filmer, je préfère utiliser mon iPhone. Et si c'est pour faire de la photo et que j'ai le temps, que je peux faire un setup, etc., que la lumière est bonne, des choses comme ça, alors je préfère utiliser mon appareil photo. C'est un peu en fonction de plein de choses différentes, mais en tout cas, je sors toujours les deux. Donc, quoi qu'il arrive, si je dois faire du contenu, j'ai toujours les deux, quoi. Et voilà. Mais donc, oui, il y a aussi effectivement le matériel à acheter. Je sais pas, si on fait des voix off, etc., il faut un micro, un pied pour faire tenir son téléphone ou son appareil photo, un téléphone, éventuellement un appareil photo. Voilà, il y a plein de choses comme ça, c'est vite, ça s'accumule pas mal, ce genre de frais. Et j'imagine aussi que plus tu as de la demande, et puis à un moment donné, tu peux pas tout faire tout seul, donc tu te fais accompagner, non ? Ça t'est jamais venu à l'esprit, toi, d'avoir un coup de main, Si, évidemment, très bonne question. Effectivement, moi je fais tout toute seule, jusque maintenant. Ou alors en saoulant mon mec. C'est vrai. De temps en temps. C'est vrai d'être mec d'influenceuse. Instagram husband. Oui, Instagram. C'est pas son kiff, on va dire. Mais de temps en temps, je lui dis, est-ce que tu peux juste rester appuyer sur le bouton, quoi, tu vois. C'est assez rare, en vrai. C'est pas du tout... je compte pas dessus, on va dire. Mais donc, je fais beaucoup seule, avec mon petit... petit trépied, voilà, mon meilleur pote, de toute façon, voilà. Évidemment, ce serait beaucoup plus simple d'avoir quelqu'un pour m'aider. Après, j'ai aussi des super potes qui sont dans le milieu et donc on se renvoie à l'ascenseur. Voilà, s'il y en a une qui doit filmer un reel et qu'elle a personne pour l'aider, qu'elle me demande,
évidemment, je le fais avec plaisir, et puis c'est la charge de revanche, et puis on va parfois aux mêmes événements, enfin voilà, donc on s'entraide aussi entre créateurs de contenu, créatrices de contenu avec plaisir. Donc ça aide pas mal, mais oui, clairement, ce serait cool d'avoir quelqu'un pour m'aider de temps en temps. Mais jusque maintenant, ça va, je m'en sors toute seule, ou presque. Donc, mais clairement, ce serait un objectif de 2024. Une stagiaire ou un stagiaire, ce serait un chouette développement. Et du coup, je reviens sur ton mari, parce que c'est vrai que ça doit être pour lui... Quand je vois déjà moi en voyage, je prends 3 photos du plat, il en peut plus. Comment lui il vit tout ça à côté? Il aime pas du tout. Lui, il a un compte Insta. Il a un compte, mais il a plus Instagram sur son téléphone. Donc ça en dit long, je crois. Non, c'est vraiment pas son délire, quoi. Donc ça le saoule, quoi. Clairement. Clairement, ça le saoule. Après, moi, j'ai toujours pris des photos. Enfin voilà, j'ai toujours eu un appareil photo dans les mains depuis que je suis enfant, en fait. Donc moi, c'est ça ma passion initiale, quoi. Mais il comprend ton métier, enfin, je veux dire, oui, j'imagine qu'il le comprend, mais dans le sens, parfois, il se dit pas, tiens, ça serait chouette qu'elle change un peu, non? Ouais, il y est ouvert, de plus en plus ouvert, on va dire, mais c'est clairement pas... Si je lui disais, demain, je veux devenir influenceuse full-time et faire carrière là-dedans toute ma vie, je suis pas sûre qu'il serait aux anges. mais comme ça n'a jamais été mon objectif, voilà. Je crois vraiment que c'est ça, là, il faut trouver un juste milieu, et voilà, j'essaie de pas trop non plus le charger avec ça, mais c'est clair qu'en voyage, oui, c'est un peu relou pour lui, je crois. Il faudrait une 3e personne avec vous. Oui. Ouais. Ok. Des recommandations par rapport justement à ça, pour nos indépendants, à travailler avec des influenceurs? Est-ce qu'il y a des bonnes choses à faire, des mauvaises choses, des choses à ne pas faire du tout, les do, les don'ts? Ouais, je dirais une des erreurs, je fais des guillemets, des R guillemets avec mes doigts, une des erreurs que je vois souvent, c'est une marque ou un commerçant, ou peu importe vraiment, mais peu importe la taille, mais qui dit, ok, est-ce que, coucou, on aime bien ce que tu fais, machin, est-ce que si je t'envoie genre un gâteau, on aimerait t'envoyer un gâteau contre un post. Et en fait, peu importe la taille de ta communauté sur les réseaux, si tu m'envoies un gâteau, ou de nouveau une paire de chaussures, peu importe, un produit sur lequel en plus maintenant je vais être taxée, de nouveau il ne devrait pas y avoir d'attente d'output, en fait. Il ne devrait pas y avoir d'attente de format, dire ok, pour un gâteau je veux un post, 3 stories. Non, en fait, désolée. Alors à ce moment-là, je veux bien, mais alors je suis rémunérée parce que c'est du taf, et parce que si tu commences à mettre des contraintes, moi aussi, en fait, j'ai une contrainte qui est que je dois payer ma vie et gagner mon argent. Et donc ça, c'est un peu une erreur, de nouveau, avec des guillemets que je vois, parce que je sais que ça part pas du tout d'une mauvaise intention. De nouveau, les gens n'ont pas conscience du temps que ça peut prendre pour que ce soit bien fait. Et aussi, on parlait de ça tout à l'heure, et on a arrêté, mais dans tout ce qui est coût, etc., il faut pas oublier qu'une communauté, en général, elle n'arrive pas du jour au lendemain. À moins d'avoir fait un truc vraiment viral de dingue. Et encore, pour faire un truc viral de dingue, souvent, c'est des années de boulot avant, et c'est pas un coup de bol. C'est quelqu'un qui a posté beaucoup de façon régulière, en étant cohérent, en analysant ses résultats, et en se disant, ok, c'est rarement juste un coup de bol, en fait. Et donc ça, il faut bien le garder en tête aussi, c'est que pour créer une communauté, c'est des années de travail gratuit. Ouais. Et donc ça rentre aussi en compte dans la communauté une communauté de 100 000 abonnés. Ça a coûté, en fait, au créateur de contenu en amont pour la créer, d'une certaine manière. Du temps et des expériences qu'il a payées de sa poche, et des choses comme ça, quoi. Donc il faudrait pas proposer un produit contre un post immédiatement. Il faudrait juste te dire, voilà, je t'offre, j'ai cette idée en tête parce qu'on est en janvier, cette galette des rois. Ma passion, ça. Si tu aimes, voilà, je serais ravie de te l'offrir. Et puis en fait, tu dois attendre que ça... tu dois avoir confiance dans ton produit et espérer que du coup l'influenceur se dise « Ah, génial !» Tu peux évidemment dire, si t'apprécies, ce serait super cool que t'en parles sur tes réseaux. Après, le format, etc. Voilà. Ça, c'est vraiment... ou alors, un truc qui est pas mal aussi, c'est les codes promo. Donc dire, ok, je t'envoie cette galette des rois, si ta communauté aime bien, ils ont 10% avec le code promo de Tiny Nomad, machin. Et donc, ça permet aussi de calculer un retour sur investissement.
Donc ça, c'est loin d'être anodin. Et donc, ouais, dans ces cas-là, c'est souvent ça peut être une très bonne opération d'envoyer genre une galette des rois et puis d'avoir le code promo derrière qui voit, ok, j'ai fait, je sais pas moi, 25 ventes, c'est rentabilisé, c'est plus que rentabilisé. Donc en fait, c'est juste qu'il ne devrait pas y avoir d'obligation de résultat. Juste dire, ok, en fait, on t'envoie ça parce qu'on pense qu'il y a un super match et qu'on devrait collaborer. Et si tu apprécies le produit ou le service, ce serait super cool quand on parle à ta communauté. C'est tout à fait ok de dire ça. Juste dire, on veut un poste. Tu peux pas avoir d'attente quand tu payes pas le service, en fait. Enfin, tu vois, tu peux pas aller chez le coiffeur et dire, alors j'aimerais bien un balayage, mais par contre je compte pas payer. mais vraiment, ce serait super que tu fasses un balayage. Non. Ouais, non, c'est sûr. Et on est tous d'accord là-dessus. Voilà. Tout travail mérite rémunération. Du coup, ça m'a fait penser à autre chose, dans l'autre sens. Pour d'autres activités, en plus d'ici, j'ai déjà eu des demandes du style j'ai tel nombre de followers, j'aimerais bien venir chez vous. Est-ce que vous pouvez m'offrir des entrées ou un menu ou même on m'a demandé de rémunérer des gens. Vous venez chez moi, et je viens chez vous, pardon, et c'est tel prix. Et je vais faire du contenu. Ouais, il n'y a pas vraiment de loin. C'est ce qu'on disait. Il n'y a pas vraiment de règles. Donc, voilà. ça te surprend, ça ? Non, ça ne me surprend pas parce qu'en fait, il y a... En fait, je crois que c'est vraiment ça qui distingue à l'heure actuelle les bons créateurs de contenu et les moins bons créateurs de contenu, c'est l'intention. Et si mon intention, c'est juste d'avoir des trucs gratuits et de me faire plein de thunes, en fait, je ne vais jamais y arriver, quoi. Voilà, en fait, tout simplement. Enfin, je veux dire, voilà, je suis une fraude, en fait, si je fais ça. Ça veut dire que mon objectif n'est pas du tout d'avoir un impact, de parler de super projets, des choses comme ça. C'est juste ma tronche à moi et je veux gagner de l'argent et avoir des trucs gratuits. C'est jamais un bon moteur, en fait. Et ça fait faire beaucoup de trucs cons, du genre tester plein de trucs différents qui n'ont aucune cohérence, de nouveau, on y revient. Mais parfois, elles te vendent leurs trucs. Elles te disent, par exemple, je teste tous les brunchs de Bruxelles. J'ai un compte spécialisé dans les brunchs, imaginons. Mais j'ai pas encore testé le vôtre, du coup... Mais ça, je trouve ça tout à fait ok. Si c'est dans une démarche comme ça, par exemple... Il y a une cohérence voilà, de nouveau, voilà, il y a une cohérence. C'est, by the way, je suis peut-être pas sur votre carte, mais je fais du contenu qui pourrait vous servir. Je trouve que, si c'est pas pushy et désagréable, je vois pas de raison de pas le faire en tant que créateur de contenu. Par contre, si c'est juste pour manger gratos un jour sur deux, non, enfin, clairement, là, il y a... Mais de nouveau, c'est la cohérence, quoi. En fait, ou alors, je teste tous les coworking de Bruxelles parce qu'en fait, j'ai une audience qui est très forte. Enfin, il y a beaucoup d'indépendants, beaucoup de solopreneurs, etc. Alors là, oui, peut-être qu'il y a aussi une cohérence. Enfin, tu vois, en fait, ça dépend vraiment de l'intention, de nouveau. C'est comme dans tout dans la vie, quoi. Ce qui compte, c'est l'intention, et puis après, le résultat, c'est autre chose. Mais si l'intention initiale est bonne et cohérente et chouette, il n'y a pas de raison que la personne envoie pas de message à Nomad, par exemple, pour tester quelque chose. Si c'est du spray and pray, comme on dit, donc c'est envoyer genre 100 mails en changeant limite juste le nom, parfois même on oublie, et juste en essayant d'avoir un maximum de trucs gratos, là je trouve que la démarche est nulle et l'intention est nulle. Ouais, c'est vrai. Mais donc, faut faire attention quand même. Quoi. Parce que je connais évidemment, qui reçoivent ce genre de demandes et qui sont là, écoute, je sais pas quoi faire, on m'a jamais proposé ce genre de choses. Et t'es là, oui, effectivement, elle a son compte dans la food, mais est-ce qu'on accepte ce genre de démarche Est-ce qu'elle aurait pas pu attendre qu'on lui offre, peut-être, tout simplement, genre, tu vois, non. En même temps, rien ne se passe. Ça, je trouve vraiment qu'il n'y a pas de raison que ce soit l'un ou l'autre, enfin, je veux dire... moi je le fais pas pour le coup, mais je vais pas juger ceux qui le font. C'est comme dans tous les métiers en fait, parfois il y a des moments où on doit prospecter, c'est ce qu'elles font en fait, ou ce qu'ils font, ils prospectent. Après moi ce qui me dérange et ce qui pourrait me déranger, c'est si il y a vraiment aucun match entre le produit ou le service qu'ils demandent et leur compte, et donc là c'est juste pour profiter, et donc je trouve ça dommage. Mais sinon, je vois pas. Enfin, moi, je le fais pas, mais je trouve que. Je me dis que ça va plus se démocratiser. Je crois qu'il faut s'attendre à ce que ça arrive de plus en plus. Attention, évidemment, à juste pas tomber dans le piège du nombre d'abonnés. Il faut aller voir le feed, il faut aller voir ce que la personne partage. On peut lui demander ses statistiques dans ce cas-là aussi, non ? Et dire, écoute, ok, tu m'approches pour ça. Tu as l'air de dire que tu corresponds, que mon produit correspond à ta communauté.
montre-moi un peu. Si maintenant toute sa communauté, elle est pas en Belgique et que Mhm. mon produit est un restaurant, Ouais. ça manque de cohérence. Donc d'office, je dois lui dire. Moi, je trouve que c'est déjà beaucoup de temps engagé pour pas grand-chose. Donc je pense qu'en fait, en allant jeter un coup d'œil au feed, enfin au compte Ah ouais, Instagram, ok, au ouais. compte TikTok On aura vite une réponse. du créateur de contenu, tu sais vite à qui t'as affaire. Et il y a quelques red flags qui devraient t'alerter. Tiens, bah, en fait, cette personne ne correspond pas du tout à notre ADN, ne correspond pas du tout à nos valeurs. Et donc on va juste refuser. Commencer à échanger des mails, demander des stats, machin, pour au final juste entre gros guillemets, hein, je sais que pour certains c'est vraiment un énorme effort, mais offrir un repas pour deux, c'est beaucoup de temps perdu et en fait c'est du temps en tant que solopreneur ou entrepreneur ou propriétaire d'un resto ou des choses comme ça. Ce temps-là il est précieux. Donc je pense qu'il faut juste prendre l'habitude d'aller regarder avec ses yeux, quoi. Juste dire ok, c'est quoi son compte, qu'est-ce que cette personne fait, et est-ce que ça match avec notre univers à nous. Si oui, on continue la discussion, si pas, on refuse gentiment, quoi. D'ailleurs, t'as déjà eu, toi, des collaborations qui se sont mal passées? Je cherche des petites. Truc un peu croustillant. Est-ce qu'on pourra parler de mes formations à un moment? On ira voir, on ira. Alors, mais du coup, oui, il y en a une en particulier. C'est vraiment la seule, parce que de nouveau, je filtre beaucoup, donc en général, si je sens le moindre truc vraiment je m'écoute, quoi, en fait, tout simplement, j'écoute ma réaction de mon corps et je suis là, si je suis tendue en écrivant mes mails, en échangeant avec cette marque, ou voilà, pour cette marque, je sais que ça risque de pas le faire, et voilà. Donc ça m'arrive très peu, mais ça m'est arrivé une fois, où en fait, oui, enfin ça s'est mal passé parce que en interne, donc c'était une marque qui passait par une agence. Cette agence ont changé 2 ou 3 fois de point de contact, la marque aussi. Oula. Et donc en fait, personne ne communiquait. Et donc moi je me faisais engueuler de pas publier le contenu, mais en fait j'avais pas encore reçu le produit. Et je passais mon temps à leur dire est-ce que vous pouvez m'envoyer le produit, parce que bon, la deadline arrive, la deadline est passée, et je recevais pas le produit. Et donc moi je me retrouvais hyper mal à me sentir coupable, alors qu'en fait j'y étais vraiment pour rien et que c'était pas faute de les relancer. Et donc ouais, vraiment grosse miche popote interne, vraiment c'était catastrophique. Et puis c'était un produit avec un abonnement, bref je vais pas dire ce que c'était, mais et en fait, une fois que le produit est arrivé, j'ai fait mon contenu, ça a bien marché, tout le monde était content. Et puis, donc, pour avoir ce produit, j'avais dû prendre l'abonnement. Ça avait déjà été tout un bordel de nouveau à cause des changements de contact. Et cet abonnement courait sur une période définie. Et puis, quand je rendais le produit, l'abonnement s'arrêtait avec. C'est ce qui était défini dans le contrat. C'était ce qui était défini. C'était le fonctionnement même officiel. Enfin, n'importe qui prenait ce produit, payait l'abonnement. Et puis, quand il rendait le produit, l'abonnement s'arrêtait. Enfin, ça allait de pair, quoi. Et en fait, moi, j'utilise très peu ma carte Visa. Voilà, j'aime pas utiliser ma Visa, donc je vais très peu regarder mes extraits de compte Visa. Et un beau jour, je sais pas pourquoi, je vais un peu checker, voilà. Et je me rends compte qu'en fait, ça fait 6 mois que cette marque continue de me prélever. 6 mois. Ouais, Charlotte. 6 mois. Mais je vais jamais... Enfin, j'utilise tellement peu ma Visa. Je crois que je réserve juste mes billets d'avion, genre, ou mes hôtels, c'est tout. Et donc, je vois que cette entreprise continue de me ponctionner. Et c'est pas 3 €, quoi. On parle de genre 30 balles par mois. Pendant 6 mois. Ouch. Et donc là, oui, j'ai envoyé un mail un peu vert de rage. Et ça s'est arrangé, j'ai été remboursée. Enfin voilà. Mais c'était très compliqué pour au final juste un poste, quoi. Ouais, c'est ça. C'est le genre de poste qui était pas rentable du tout pour toi. Tout à fait. Mais voilà, c'est franchement... Allez, ça me fait rire maintenant quand j'y repense. Et c'était pas... Il n'y a rien de mal fait. Enfin, voilà. Tout le monde, finalement, s'en sort et il n'y a pas de problème, quoi. Oui. Et pas mort. Et pas mort d'homme. Ton autre casquette, c'est la formation, du coup. Nous y sommes. Et donc, que tu as commencé donc, par hasard, à la demande d'amis ou de connaissances qui voulaient se lancer sur Instagram. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu donnes comme formation ? Alors, il y a plusieurs formats différents, mais les formations en groupe que je donne, notamment ici au coworking. Là, je donne beaucoup Instagram, TikTok et création de contenu vidéo. Donc, c'est vraiment les 3 formations. Et donc, en gros, je donne plus ou moins une formation par mois. Et donc, entre 2 formations les mêmes, il y a plus ou moins 3 mois qui vont s'écouler, quoi. C'est un peu ça l'idée en 2024. Voilà, donc ça, c'est vraiment... En fait, je donne que des formations de choses sur des sujets que j'utilise au quotidien, que je traite au quotidien. Je donnais une formation de pub Facebook pendant des années, donc Facebook Ads et tout ça, parce que j'utilisais chez Marie-Claire, entre autres. Et donc, je connaissais parfaitement l'outil, j'utilisais régulièrement. Et puis, en fait, quand j'ai quitté Marie-Claire, je me suis rendu compte que
c'était un outil que j'utilisais plus. Et qu'en fait, à chaque fois que je devais mettre à jour cette formation, ça me pompait une énergie. Enfin, j'étais vraiment... Et voilà, et donc j'ai arrêté de la donner. Enfin, c'est un peu ça mon mot d'ordre, c'est que je parle que de choses que je teste et que j'utilise au quotidien. Parce que, en gros, je veux pouvoir répondre à 99% des questions comme ça, juste de ma tête, quoi, sans devoir aller googler de l'information. Donc ça, c'est la formation en groupe. Puis après, je fais aussi pas mal d'audits de comptes Insta et TikTok, où en gros, je passe en revue pendant 2 heures le compte Instagram de la personne ou de la marque, en pointant vraiment toutes les améliorations à apporter. Et c'est vraiment très personnalisé pour le coup. Et moi, je passe 2 heures en amont, évidemment, à préparer ça. Et puis c'est 2 heures, 2 heures et demie d'audit en live ensemble. Et ça, c'est quel genre de clients? C'est des grosses marques ou c'est peut-être des plus petites structures? C'est beaucoup des startups et des PME. Ouais, après, j'aime beaucoup bosser avec les startups et les PME parce qu'en fait, la personne que j'ai face à moi, c'est souvent la personne qui prend la décision. Et donc, il y a un impact direct, quoi. Ouais, donc ça, c'est très gai. Après, clairement, j'aimerais bien aussi bosser avec des plus grosses boîtes aussi, parce que maintenant, je crois que j'ai l'expérience pour, et je trouverais ça hyper gai de pouvoir toucher à des plus grosses boîtes. Après, des PME, c'est quand même parfois 50 personnes, donc c'est pas non plus des petites boîtes, des petites et moyennes entreprises, mais ça reste quand même parfois des gros trucs. Mais donc ouais, ou alors des entrepreneurs, solopreneurs, etc. aussi. Et alors en formation de groupe, là c'est un peu, c'est assez varié, ouais. Tu donnes notamment TikTok, comme si c'était un média vraiment à part. C'est pas la même chose que Instagram, TikTok. C'est pas genre créer des... Non, c'est pas juste créer des vidéos, des reels et on les poste. Non, je dirais que TikTok, c'est l'anti-Instagram. Pour moi, c'est presque l'inverse. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ils sont hyper complémentaires déjà, pour moi. Enfin, y a pas... C'est pas l'un ou l'autre. Non. Mais est-ce que c'est le même contenu? En gros, ce qui fonctionne bien sur TikTok peut très bien fonctionner sur Instagram. L'inverse n'est pas vrai. Parce qu'en fait, il y a énormément de tendances Instagram qui viennent de TikTok. Et donc forcément, si je suis un peu en avance sur la tendance Insta, parce que j'ai déjà posté ça sur TikTok, parce que ça fait 2 semaines que cette tendance sur TikTok, ben, j'ai beaucoup plus de chances de décoller sur Instagram quand la tendance arrive sur Instagram. Je sais pas si c'est clair. Mais en gros, il y a toujours un petit décalage, je dirais une semaine, quelque chose comme ça, entre les deux. Et donc, ouais, il y a finalement peu de contenu vraiment natif sur les Reels. De plus en plus, cela dit. De plus en plus, mais l'outil Reels dans Instagram est aussi super foireux et bug beaucoup, crash beaucoup, et donc ça c'est pas le cas sur TikTok pour le coup, et donc c'est tellement agréable, quoi. Faire un TikTok, ça va beaucoup plus vite parce qu'en fait c'est safe, quoi. Il n'y a pas de crash, le brouillon il est enregistré, c'est beaucoup plus efficace, on va dire, de bosser sur TikTok. Donc ouais, pour moi les deux sont vraiment complémentaires, et je crois qu'il y a moyen d'avoir une stratégie d'optimisation en créant du contenu vidéo sur TikTok. Après, maintenant, sur TikTok, il y a aussi des formats carousel photo, donc attention. Ça fonctionne, ça? Très, très bien. Ouais. Très, très bien. Aussi bien que les vidéos, voire plus. Alors, je vais pas dire que je régulièrement en TikTok, c'est vraiment un mensonge, mais quand j'y vais, il y a que des vidéos, je ne vois rien de statique. C'est en fonction de ta consommation à toi aussi. Si toi, tu consommes énormément de vidéos, de temps en temps, tu as un post carousel qui passe et que tu le zappes, TikTok, pareil sur Instagram, TikTok va déduire que c'est pas un format qui accroche ton attention. Et donc je suis sûre que si on va voir sur le compte TikTok, la For You page de TikTok, qui est la page d'accueil de TikTok de quelqu'un d'autre ici dans le coworking, il y a peut-être beaucoup plus de carousel, quoi. De carousel photo. Ok. Les algorithmes aussi sont très différents. Ouais. Toi, en tant que créatrice de contenu, est-ce que pour un même produit, je dirais, que tu vas promouvoir de manière différente, est-ce que tu peux t'attendre au même type de vue des deux côtés? Non. Pas du tout. Là, j'ai un exemple vraiment très récent, assez hallucinant. Donc, c'est une super cabane que j'ai testée. La cabane de Petit Baumal, d'ailleurs. Big up. J'ai 17 ans. Donc, ouais, la cabane de Petit Baumal, qui est vraiment canonissime. Et donc, j'ai fait un TikTok sur cette cabane parce que c'était tellement beau. Ce TikTok a cartonné. Je crois qu'il a fait 200 000 vues et continue d'augmenter tous les jours. Plus. Enfin, j'avoue, je suis pas allée voir dans les derniers jours, mais il continue d'augmenter de jour en jour, et sans les mains, entre guillemets, dans le sens où j'ai fait mon TikTok. J'ai un créneau sur TikTok qui est que je parle presque uniquement d'adresses en Belgique et à Bruxelles. Donc j'ai une audience qui est très intéressée par ça, très niche, et donc forcément je sais qu'il y a vraiment une concordance entre mon contenu et mon audience qui est très forte, mais
j'ai posté la même vidéo que j'ai remontée pour les Reels. Donc, j'ai pas téléchargé mon TikTok, enlevé le watermark, rebalancé sur Instagram. Je l'ai complètement remonté sur Instagram. Pardon. Et sur Instagram, je crois que je suis à 12 000 vues. Ouais, rien à voir. Alors que j'ai plus du double d'abonnés sur Instagram. En fait, les vues et l'engagement sur TikTok ne dépendent absolument pas du nombre d'abonnés. Ouais. Ou très peu, pas absolument pas. N'importe qui peut créer un contenu très viral. Tu peux, voilà, de moins en moins quand même, parce qu'il y a un peu une autorégulation, puis c'est de plus en plus saturé, etc. Et puis surtout, on dit que TikTok est dans sa slow burn era. C'est-à-dire qu'avant, avant, on publiait sur TikTok, si c'était pas viral dans les 48 heures, quelque chose comme ça, 2-3 jours, après, ça serait jamais viral. TikTok. J'ai dit Instagram. Non, t'as dit TikTok. Mais TikTok. Parce que pour moi, ça, c'était la règle d'Instagram. C'est toujours plus ou moins la règle d'Instagram. Sur TikTok, ça a vraiment changé. Donc, il y a évidemment des vidéos qui sont virales au bout de 24 heures, et voilà. Mais si je poste une vidéo et que elle fait, je sais pas moi, 5000 vues la première semaine, ce qui, pour mon compte, par exemple, n'est pas dingo, je peux tout à fait, enfin, je peux vraiment envisager que 3 semaines plus tard, elle soit à 50 000 vues. D'accord. Ouais. Comme ça. Non, pas d'un coup. C'est pas 3 semaines plus tard, mais donc Petit à petit. petit En fait, vraiment, la durée de vie des contenus augmente sur TikTok. Avant, c'était une durée de vie très courte. Donc, je postais, ça marchait pas, next. Et puis, de temps en temps, il y avait un peu un effet retardateur, genre 3 semaines plus tard, d'un coup, ça explosait. Mais maintenant, c'est beaucoup plus régulier. T'as un peu le pic du début, forcément. Tu postes un contenu, il a pas mal de vues au début, et puis il stagne. Sauf que, maintenant, il peut stagner un petit peu, mais après, il peut continuer à augmenter petit à petit. Et puis, ça m'est arrivé encore là récemment, pour un resto à Bruxelles. J'ai posté un TikTok photo carousel, carousel photo, donc ça fonctionne. qui est resté à quelques milliers de vues, vraiment pas grand-chose pendant des jours, voire des semaines, et qui, depuis une semaine ou deux, là, je crois que je suis quasiment 40 000 vues. Ouais, ok, comme ça. Voilà. Il fait son petit bonhomme de chemin. Exactement. Et donc, ça, c'est aussi hyper motivant, je trouve, c'est de se dire, ok, c'est pas parce que je poste ce contenu maintenant et qu'il fait que 2000 vues ou que 200 vues, que dans 3 semaines, en fait, j'aurai pas un truc avec 10, 15, 40 000 vues. Ouais. Pour le temps que ça met de créer du contenu, tu vois, le temps qu'on peut mettre dans un Reel ou dans un TikTok, c'est chouette de savoir que peut-être plus tard, il aura... C'est ça, je trouve ça hyper motivant. Un petit retour sur investissement quelque part. Exactement. Après, sur Insta, je vais pas dire que c'est complètement l'inverse, c'est pas vrai. La durée de vie des contenus sur Instagram est aussi de plus en plus longue. Et ça, c'est vraiment chouette pour les gens qui créent du contenu et qui passent du temps à faire ça. C'est pas, voilà, s'ils ont posté au mauvais moment ou j'en sais rien, ou avec la mauvaise musique, bim, en fait, ils il y a quand même d'autres. Il y a un petit espoir, voilà, c'est clairement pas une balle perdue, quoi. Mais, donc voilà, donc je pense que les deux sont hyper complémentaires. Et je crois que, en tout cas, être sur TikTok pour faire de la veille, en fait, simplement, je crois que c'est nécessaire en 2024. Voir, ok, c'est quoi les tendances, c'est quoi les trucs qui se font. Et quand je parle de tendance, c'est aussi les tendances de fond, quoi. Le côté beaucoup plus brut, beaucoup moins édité, beaucoup moins de filtres, etc. Ça vient de TikTok. Et ça, c'est une vraie tendance de fond. Pour le coup, c'est pas genre une trend. C'est quelque chose c'est un changement qui s'est amorcé il y a quelques années sur TikTok et qui arrive de plus en plus dans les autres réseaux sociaux. Ouais, c'est très vrai. Quand je reviens du coup sur Instagram, mais on parlait d'algorithme. En ce moment, on parle aussi beaucoup de l'algorithme d'Instagram qui a changé. Là, mon contenu, je n'ai plus vu. C'est sûrement l'algorithme qui est responsable. Aidez-moi à améliorer mon algorithme. Tu vois ce genre de petits messages passer. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Déjà, je pense qu'il y a... Enfin, je pense pas, je sais qu'il y a plusieurs algorithmes, donc il faut arrêter de parler d'algorithme avec un grand A, comme si c'était genre un dieu, mais on sait rien. Il y a des algorithmes. Déjà, il y en a un pour le feed Reels, il y en a un pour le feed la homepage, il y en a pour tout, pour les stories. Donc, il y a plusieurs algorithmes, et un compte n'est pas l'autre. Moi, je sais que, par exemple... si je poste des photos, j'aurai peut-être plus d'engagement que sur des Reels, alors qu'il y a des comptes que je connais qui sont similaires aux miens, où ils ont plus d'engagement sur des Reels que sur des posts. Je dis ça comme ça, mais voilà. Je pense que l'important, c'est vraiment de poster des choses. De nouveau, c'est l'intention, en fait. Tout revient à ça, l'intention, la cohérence. Et si, en fait, je poste pour être viral, pour absolument avoir des vues, ça se sent. Ça se sent parce que maintenant les gens ils sentent ça, on est habitués aux réseaux sociaux, ça fait plus de 10 ans que ça existe.
on sait en fait quand on se fait un peu avoir, quoi. Enfin, la plupart des gens. Donc ça, je crois qu'il faut arrêter de voir les algorithmes ou l'algorithme comme le grand méchant loup et que tout est sa faute. Effectivement, il y a des changements d'algorithme, probablement tous les jours en vrai. Donc Ça oui, s'adapte. il s'adapte, en fait, c'est le principe. Donc je crois qu'il faut juste... je conseille peut-être de suivre quand même Adam Mosseri, qui est le big boss d'Instagram, s'abonner à son canal. Donc il a un canal où il parle des projets qu'ils ont, des nouvelles fonctionnalités, des choses comme ça. Potentiellement de changement d'algorithme et des choses comme ça aussi. Donc c'est des infos de première main. Et je crois qu'il n'y a rien de tel que ça, que de commencer à imaginer que peut-être l'algorithme m'en veut. Je suis X, persécutée. Voilà. Évidemment, il faut aussi éviter d'avoir des pratiques abusives et spam, parce que ça aussi, évidemment, ça influence la visibilité de vos contenus. Je crois que c'est vraiment... ouais, je vois encore des comptes maintenant, encore là, la semaine dernière, qui envoient le même message à 15 000 comptes différents, enfin j'exagère un peu, mais à plein de comptes différents, le même message, copier-coller, hop. Et ça, c'est des pratiques qui sont absolument... qui peuvent être vraiment problématiques pour Instagram, parce que en plus de ça, ça va dans la boîte spam ou la boîte demande de messages, et donc il y a un truc de ok, cette personne est en train de spammer plein d'utilisateurs Instagram, donc on va un petit peu diminuer sa visibilité, quoi. Et du coup, tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui constate que son compte perd en visibilité, qu'elle a moins d'engagement avec sa communauté, que c'est un peu, je ne vais pas dire que c'est son gagne-pain, mais en tout cas que ça lui permet vraiment d'attirer des clients? Ce serait quoi la stratégie pour elle pour se réconcilier avec l'algorithme? Rappelle à un créateur de contenu. Je rigole. Non, mais... boucle est bloquée, retenez dans ce cet épisode. Non, mais je pense clairement c'est une option, ça fait partie on va dire, de l'éventail de choses à faire. Mais je dirais de faire un audit avec moi. Voilà, non, mais vraiment pour le Charlotte, je laisse ses coordonnées en description. Non, mais c'est pas pour rien que ce format est né, c'est parce qu'à chaque fois j'ai des gens comme ça qui viennent avec leur compte et même pourquoi ça marche pas, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi. Et en fait, très souvent, enfin pas très souvent, dans 100% des cas, on met le doigt dessus. C'est quoi par exemple? Je pense quand même que, et là je vais vous balancer le secret. Oh, wow. Non, mais Restez à notre écoute, c'est une page de pub. Non, c'est ce que je dis je crois à enfin pas, je crois pas, à 100% des gens qui viennent me voir pour un audit de compte. En gros, ils répondent jamais assez, parfois, mais pas assez, à la question que moi, utilisatrice d'Instagram, je vais me poser inconsciemment à chaque fois que je tombe sur un contenu, à savoir, en anglais, what's in it for me? Qu'est-ce que moi, petit humain égoïste, égocentrique, j'ai à retirer d'interagir avec cette publication? Qu'est-ce que moi j'en retire? Parce qu'en fait, personne ne va sur Instagram ou TikTok pour voir de la pub. Non. Personne. Donc, la plupart des solopreneurs, entrepreneurs, petites boîtes, etc., ils ont tendance à pas avoir beaucoup de temps en fait à consacrer à leur réseau, et donc ils vont commencer à faire passer tout le reste avant. Et quand ils ont 2 minutes à consacrer à Instagram, ils partent au plus pressé. Et c'est quoi le plus pressé? C'est parler de ce qu'on fait. Parler de moi, parler de mes produits, parler de mes services, moi. Et en fait, ça c'est un peu l'erreur que je vois systématiquement. Et c'est normal en même temps, parce que quand on n'a pas assez de ressources en interne, forcément, il faut bien qu'on parle de son offre quelque part. Mais pour que les gens soient prêts à accepter de la publicité, de la promotion, il faut aussi les nourrir, en fait. Il faut qu'il y ait une contrepartie. Et donc, c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de marques et d'entreprises qui ont tendance à ne pas prendre en compte le côté win-win. Et juste parler d'eux. Et c'est comme dans une relation humaine, en fait. C'est ça. Si je faisais que t'écouter, comme maintenant. Exactement. Si j'étais en monologue permanent à te parler de moi, de ce que je fais, de moi je... Une fois, ça passe. 2 fois, ça passe. La 3e, tu me follow. Enfin, tu me tournes le dos et tu pars. C'est ça, je ne t'écoute plus, en tout cas. Exactement. Ok, oui, d'accord. Donc, pensez à ce que vraiment l'utilisateur, le spectateur va capter, ce qui va vraiment l'intéresser. Essayer de se mettre dans ses pompes, en fait. Ouais. Et ça se passe aussi dans tout ce qui est questions fréquemment posées. C'est con, mais notez bien les questions que les clients potentiels, etc. posent, parce que c'est des choses... S'il y a une personne qui pose cette question, c'est qu'il y en a potentiellement 15 ou 20 qui se la posent derrière et qui ne l'ont jamais posée. Mais donc vraiment, cette question de « what's in it for me ?» Donc quand je m'apprête à poster quelque chose, ou j'ai une idée de contenu que je vais poster, je ne dis pas de changer le sujet, mais ça peut être amené de manière à apporter une information, du contenu, apporter quelque chose à se mettre sous la dent pour la personne qui va recevoir ce contenu. C'est un bon conseil, ça. Je prends.
Je note. Merci, c'est mon boulot. Il y a un nouveau réseau social qui est arrivé il y a pas longtemps. Comment il s'appelle? Attends, moi et mon anglais. Threads. Comment tu le prononces, toi? Threads. Ouais, incroyable. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est Twitter, enfin voilà. Mais Ça, c'est sûr, c'est pas copier-coller. mais je pense que Twitter me manquait un peu, donc je suis contente d'avoir un. T'avais quitté Twitter? Non, je suis toujours dessus. Principalement pour regarder ce qui se passe à la Star Academy. Non, je rigole, mais j'ai toujours un compte Twitter et de temps en temps, quand il se passe un truc, genre typiquement si Instagram est down, je vais aller voir sur Twitter. Ce genre de choses. Et voilà, et moi j'ai toujours eu un soft spot pour Twitter. C'était un peu le premier réseau social où j'étais. Là, c'est vraiment devenu n'importe quoi avec X et tout ça. Et donc, je trouve ça bien qu'il y ait un nouveau. Une alternative. Une alternative. Ce qui est vraiment pas mal avec Threads, c'est que quand on se crée un compte via son compte Instagram, on a d'office beaucoup d'abonnés en fait. Enfin, Ouais. donc, Oui, ça dépend pour qui. oui, ça dépend pour qui, mais t'as d'office une base d'abonnés. Tu commences pas à 0 abonnés. Et puis tu es informé, tel est arrivé, et C'est tu ça. suis immédiatement. Et donc ça disons que ça lance la boule de neige, quoi. Et donc ça, oui, c'est très à propos vu la météo qu'il y a en ce moment. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment chouette parce que, je sais pas, même si tu commences avec 25 abonnés, c'est toujours mieux que 0, quoi. Mais non, c'est sûr. Et Donc puis, ouais, je trouve que on est un peu retourné aux bases de Twitter. Ce qui faisait que j'aimais Twitter à la base, c'était ça. C'était ce côté juste, je communique sur du texte, un peu de visuel éventuellement, mais les gifs, beaucoup. beaucoup de gifs, ouais. Personnellement, j'ai encore rien posté sur J'ai Threads. pas été voir ton compte. Non, j'ai pas encore posté, mais par contre, j'y vais déjà plus ou moins tous les jours. Ah ouais. De façon passive. Mais, Tu penses que tu vas... Ouais, clairement, je me dis, c'est une question de temps, mais j'ai pas envie de poster pour poster, donc si à un moment j'ai une pensée qui me vient, tu partageras sur... je partagerai par là. Ouais. Et du coup, c'est génial parce que j'ai déjà genre 2500 abonnés. Déjà? Mais ouais, c'est génial. J'ai que 250. Bah, c'est déjà vraiment pas mal. C'est déjà pas mal, non, c'est vrai. Si tu crées un nouveau compte Instagram demain et que tu dois Ah arriver à non, 250 ouais. abonnés, bonne chance. Je serais... ouais, non, clairement. Je suis dans le cas là, et pour un autre compte, et je suis qu'à 100. Ouf. Et je galère. Mais voilà, donc c'est ça que moi Mais j'aime bon, bien. je vais revenir à la question. What's in it for? Mais je pense qu'on est arrivé au bout de toutes mes questions, Charlotte. Hein. Ah ouais, déjà. Ouais. T'as quelque chose à rajouter sur les formations, sur les réseaux sociaux? Quelque chose que j'avais oublié de dire et qui vraiment, ce serait dommage de pas saisir l'occasion. Je pense quand même une chose, il faut pas, surtout quand on est une petite équipe ou seul, il faut surtout pas se dire je vais sur tous les réseaux et je vais tout couvrir. Ça, c'est vraiment aussi une erreur que je vois souvent. Ouais. C'est tentant. C'est très tentant parce qu'on entend tout le temps que c'est gratuit, mais c'est pas vrai en fait. Votre temps, il est pas gratuit. Bonne réflexion. Et donc vraiment, je reste concentrée sur un ou deux réseaux par rapport à ses affinités et par rapport à où est son audience. J'ai parfois des gens qui viennent en formation Insta avec moi et qui me disent oui, voilà, Insta c'est bien, mais je galère un peu. Par contre, sur Facebook, je fais des ventes tous les jours. Je dis mais continue Facebook, alors, ouais. développe Insta parce que c'est important et c'est bien. Et je crois que c'est juste une autre audience et c'est super. Mais continue à capitaliser sur Facebook et développe Facebook à fond. Enfin, vraiment, allez là où il y a votre audience. Et alors, un autre truc par rapport à ça, justement, c'est que donc moi, je donne des formations TikTok depuis un peu plus d'1 an. Et je suis clairement adepte de l'outil, je trouve que c'est super. On me dit tout le temps, ouais, mais moi, mon audience, elle n'est pas sur TikTok. C'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est plus du tout un réseau social d'ados qui font des danses cheloues. Ouais. Plus du tout. La moyenne d'âge, maintenant, elle est dans les vieux vingtenaires, entre guillemets, voire 30. En Belgique, et TikTok a très bien compris qu'en fait, les ados, ils n'avaient pas le pouvoir d'achat pour aller acheter les produits que les annonceurs mettent en avant sur TikTok. Donc, si L'Oréal met en avant un nouveau mascara à 20 €, ou je sais pas, 15 €, j'en sais rien, c'est pas une petite étudiante de 14 ans qui va pouvoir peut-être se permettre un mascara à 20 €. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est en train d'évoluer très fort, et les utilisateurs de TikTok vieillissent. Donc clairement, votre audience, elle est dessus maintenant, quoi. Et il y a vraiment de l'espace pour tout le monde sur TikTok. Ça qui est très chouette aussi, c'est que chaque sujet a sa place. Voilà, dans la légalité évidemment. Tout à fait. Tout à fait. Mais donc je crois qu'il faut pas non plus trop. Faut quand même pas sous-estimer ce réseau. Il faut pas sous-estimer TikTok. C'est non, de toute façon c'est nul, c'est que des danses. Vraiment non, c'est plus le cas. Si vous adhérez pas du tout, ça c'est autre chose. Et vraiment, alors vous forcez pas, mais dans l'absolu, je crois qu'il faut quand même aller un peu explorer l'outil. Donc ça c'est un autre conseil que je donne souvent. Et
Sinon, ben oui, clairement, quand on se sent bloqué, je crois qu'un regard extérieur, c'est le mieux. Donc vraiment, moi, les audits de compte Insta, TikTok, c'est mon format préféré parce que c'est le truc où, voilà, les gens, après un audit de compte avec moi, souvent, ils me disent j'ai mal dormi. Et c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Parce qu'en fait, attention. Attends. Parce qu'en fait, ils ont tellement d'idées. Ils ressortent de l'audit et ça fuse. Alors qu'ils étaient bloqués en arrivant, eh ben, ils ressortent de cet audit et ils sont là, mais ouais, en fait, on va faire ça, et on va faire comme ça, et on optimise comme ci, et comme ça. Enfin, et donc ça, c'est vraiment le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Et je trouve que c'est le format qui apporte le plus en le moins de temps. Et comme on disait, le temps, c'est vraiment une denrée rare quand on est entrepreneur. Donc j'insiste là-dessus. Oui, puis sinon, oui, je donne une formation Instagram ici. Tiens donc. Le 9 février. C'est un vendredi. Ouais. Et là, à l'heure à laquelle on enregistre ce podcast, il reste 2 places. Oui, donc ça va partir très très vite. À Il mon faudra avis. certainement saisir les prochaines. Je pense que ce podcast, si tout va bien, sortira le 2 février. C'est ça. Donc on est à quelques jours avant. Mhm. Je suis certaine que ça sera plein, mais il y a d'autres formations qui vont arriver. Donc n'hésitez pas à suivre Charlotte sur les réseaux sociaux. Hein. Je pense que c'est là qu'on va te retrouver. De Tiny Nomad sur Instagram et sur TikTok ou charlottedepré.social. Ouais, c'est ça. Ça va changer, mais pas avant le 2 février. D'accord. Ouais, ça va changer. En tout cas, ça fait partie des gros changements de 2024. Il va y avoir un autre nom. J'ai hâte. Mais pour le moment, c'est bien charlottedepré.social comme social media. Je vous mets tout ça en description de cet épisode. Et je te remercie pour ton temps et tes explications. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser 5 jolies étoiles pour que l'on brille de 1000 feux sur toutes les plateformes. Pour suivre toute l'actualité de Nomad Community, rendez-vous alors sur Instagram, TikTok et Facebook où nous pourrons échanger sur cet épisode. À très bientôt!